lutte contre la corruption, c'est une partie de mon travail. C'est la partie la plus visible, pour des raisons qu'on peut comprendre et assimiler facilement, mais c'est juste une petite partie. Un député a 3 rôles, généralement. La législation, donc les textes de loi qu'on propose ou qu'on pousse à passer. Donc je suppose que je suis parmi les députés les plus productifs en termes de textes de loi en proposition. Rien que la dernière loi de finances, il y avait 14 propositions pour un seul député. Je pense que ça dépasse même ce que font des grands blocs. Il y a la partie contrôle du gouvernement. Et là, je peux le dire avec toute fierté, je profite pour saluer l'équipe qui travaille avec moi. On est les champions. 60% du travail du contrôle du gouvernement qu'a fait tout le Parlement a été fait par l'équipe de Amal Amal. Donc 216 députés, 40%, Amal Amal, 60%. Et à la partie de représentation, donc j'essaie d'être actif et d'essayer de communiquer avec le maximum de gens, que ce soit dans ma circonscription ou autre. Ça s'est rendu de plus en plus difficile avec le Covid, mais on essaie de gérer. Alors, c'est un vrai scandale. En 2018, il y a une société dont le frère de M. Julien Balkany voulait s'installer en Tunisie et prendre les parts de OMV. L'opération m'a paru suspecte. La société qui va acheter n'a pas de passif, gérée par un Français, enregistrée en Norvège. Et donc j'ai eu peur que si on cède les parts de OMV et la société qui va acheter n'est pas suffisamment solide, les Tunisiens perdent leurs droits. Et donc j'ai posé une question écrite à mon ministre pour demander de faire des vérifications à propos de cette société. Le ministre m'a répondu. La réponse a été publiée dans le site de l'Assemblée. Et je l'ai republié sur ma page. 1 an et demi après, je reçois une invitation de la police judiciaire française pour me dire que M. Balkany a porté plainte pour diffamation contre ma personne. Au départ, je pensais que c'était une blague. J'ai contacté la police judiciaire. Ils m'ont confirmé l'histoire. Et donc, j'ai envoyé tous les documents à la police judiciaire. Et après, la police judiciaire ne répondait plus à mes emails. Et donc, je me suis déplacé, je suis parti en France, j'ai tapé la porte, voilà. Il y a une plainte contre moi, voilà, je suis là si vous voulez m'entendre. Ils m'ont dit que non, ils ne veulent plus m'entendre et qu'un juge d'instruction a pris en charge l'affaire il y a à peu près 1 mois. Le juge d'instruction m'a envoyé un courrier donc, pour me dire que voilà, il est en train d'instruire l'affaire. Pourquoi c'est un scandale? Si les travaux souverains d'un député tunisien, la justice française trouve qu'elle y est compétente, c'est un vrai problème. Chaque député tunisien, donc, si j'ai bien compris, s'il doit faire son travail, le travail qu'il est payé pour le faire, il doit demander à la justice française est-ce que je peux faire ça ou ne pas le faire. Pour l'État tunisien, il y a 2 têtes pour tout ce qui est relations extérieures. Il y a le président de la République qui apparemment ne me porte pas dans son cœur. Et le président de la République marche beaucoup avec le cœur, pas avec l'État, pas avec la raison d'État. Comme il voit que je suis responsable en partie de la chute du gouvernement corrompu qui a de l'IS faire, et donc pour lui, ce n'est pas un problème. Et il y a l'autre côté de l'exécutif, qui est le président du gouvernement. Comme je suis très hostile à sa ceinture politique, donc il voit qu'on ne peut pas soutenir ce perturbateur. Et donc je me trouve seul à combattre la justice française. Elle a exprimé un soutien très générique, valable pour tout incident, donc c'est juste pour lever l'embarras en plus. Mais réellement, je me trouve seul à combattre une société pétrolière avec des moyens illimités dans une juridiction qui n'est pas la mienne. La bataille judiciaire se passe en France et mon crime, c'est avoir fait mon travail. Un travail souverain d'un député en Tunisie. Maintenant, on est en train de mendier. Si la crise ne se résout pas très rapidement, on va se prostituer. On n'a pas d'argent, il nous faut beaucoup d'argent, les caisses sont vides, les demandes sont pressantes. Rien que juin, juillet, août, on doit payer 1 milliard de dollars. Les ressources sont au plus bas. On a une récession du jamais vue et l'état des finances publiques est très alarmant. Le problème est structurel. Le problème, on a besoin de réfléchir à des réformes profondes, équitables, où tout le monde paye la facture, pas une partie de la population. Après, qui va les mettre en place? C'est X ou Y, c'est secondaire. Mais personne,
n'a cette vision ou ces solutions, personne n'a le courage de les appliquer. Donc si j'en change X par Y, ça ne va absolument rien changer, je pense. Un scandale de plus pour ce gouvernement, oui. Je pense que ça donne une idée exacte de ce qui se passe en Tunisie. On a 4 ou 5 familles dans chaque secteur de l'économie qui accablent l'économie, qui ferment l'économie. Ils gagnent à tous les coups. Soit ils arrivent à vendre avec le monopole qu'ils ont instauré. Quand ils ont des problèmes, c'est le payeur de taxes qui paye pour eux. Leur marge, leur bénéfice ne diminuera jamais. Et donc, du coup, on a un État avec des finances catastrophiques qui fait quoi? Qui subventionne des gens qui exportent. En temps normal, la crise, tout le monde paye sa part de la crise. Ah, il y a 2 niveaux. À la buvette, oui, tout le monde pense la même chose. Mais sous l'hémicycle, ça change complètement. On ne dit pas ce qu'on pense sous l'hémicycle, on dit ce qu'il faut dire. Mais à la buvette, tout le monde est d'accord. Moi, je leur dis, j'ai écouté des gens qui n'aiment pas les gens qui sont au Parlement, ils veulent les changer. Je leur ai dit, d'accord, on peut les changer. Les 217 qui vont arriver, il faut en faire exactement la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont que les marionnettes. Les créateurs de politique, les créateurs de décisions, les créateurs de policies, les créateurs de... Ben, ce sont ces 4 familles qui ont de l'argent, qui payent pour les partis politiques et qui s'amusent en voyant que les politiciens font du spectacle parce que c'est un écran de fumée pour que les gens ne voient pas d'où viennent les vraies décisions et comment marche l'État. Et donc si vous voulez changer vraiment le système politique et économique, oubliez ces marionnettes. Votre ennemi, c'est ces 4, 5, 6 familles que je peux nommer. Hein. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Dans chaque secteur qui accable l'économie. Moi, je pense qu'on peut utiliser le système politique actuel pour casser les monopoles économiques. Pourquoi? Aujourd'hui, on a une liberté politique. Tout le monde peut s'organiser. Tout le monde peut se présenter. Mais on n'a pas une démocratie, on n'a pas une ouverture économique. Le seul moyen et comment instaurer ces monopoles ou cette dictature économique? C'est par des textes de loi. Les textes de loi, pour les changer, c'est à l'Assemblée. C'est ça le centre du pouvoir. Et donc, si on arrive à élire des gens qui n'ont pas de relation directe ou indirecte avec ces lobbies ou avec ces familles, c'est le seul et unique moyen pour changer les textes. Je pense qu'il n'a pas d'envergure suffisante pour comprendre les problèmes complexes de l'économie. Il prend une animosité envers quelques acteurs politiques, qu'il mérite d'ailleurs, mais qu'il est dans le politico-politique. Une envergure économique ou diplomatique ou plus large, où il fait son rôle de s'élever au-dessus de la mêlée, non. Donc j'ai écouté aucune phrase politique du président depuis qu'il est là. Les premiers mois, on peut comprendre. On n'est pas président de la République, on le devient. Et donc, mais après, même les communiqués, les conférences de presse, les sorties pendant l'Aïd ou autre, il n'y a pas d'économique, il n'y a pas de diplomatique, il n'y a pas de défense même, il y a juste des clins d'œil qu'il fait à Ranouchi. On dirait que lui et Ranouchi sont 2 gamins dans un collège qui ont un problème par rapport à l'homme ou quelque chose pareil. Et ça, on peut se permettre dans un État prospère. Mais vu la crise actuelle, c'est un vrai problème. Donc si le président de la République a des problèmes avec des lobbies qui le montrent, qui le soutiennent, parce que les positions ne doivent pas être, à mon sens, ne doivent pas être contre ou avec cette personne. On prend chaque position en elle-même et on peut soutenir dans l'une et ne pas soutenir dans l'autre. Donc c'est pas dogmatique, c'est pas binaire. Et donc oui, je soutiens par exemple le président de la République dans quelques positions diplomatiques, oui, celle de l'anti-Tatbiya. Oui, j'étais fier, à l'élection, tout à fait, donc j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai même travaillé aussi avec la présidente de la République. J'ai découvert qu'une des sociétés qui sont attachées à la présidente de la République, il y a un grand dossier de corruption. Et donc j'ai travaillé le dossier, je ne l'ai pas rendu public. Je l'ai envoyé directement à la présidence de la République. Je ne voulais pas l'embarrasser. Voilà, un corrompu qui travaille avec vous. Une semaine après, le monsieur en question a été limogé. Donc, je n'ai pas de problème avec la présidence de la République. J'ai un problème avec quelques positions que je juge graves. Jouer avec la Constitution, ouvrir un barrage dans la Constitution, ça c'est grave. Peut-être que ça nous permet, à moi et à vous, d'être contents, voilà. Enfin, on a trouvé quelqu'un qui peut casser Ranouchi.
mais on ne peut pas casser Ranouchi avec les fondements de notre système. Si on touche à la Constitution, les conséquences vont dépasser Saïd et Ranouchi et même d'autres générations. On n'est pas un pays où on peut se permettre la dépénalisation. C'est insensé. La seule possibilité réelle dans ce pays, c'est la légalisation. Je m'explique. On a des fuites de 100 000 personnes, de 100 000 jeunes par an qui quittent prématurément l'école. On a un système de santé archaïque et qui souffre. Dépénaliser le cannabis ou les drogues, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la consommation, un effet normal et automatique. Beaucoup de gens fument beaucoup moins parce que c'est interdit, parce que c'est difficile à voir. Et ces gens-là, est-ce qu'on a des centres pour aider ceux qui veulent s'en sortir? Non. Est-ce qu'on a un système éducatif performant? Non. Est-ce qu'on a un système culturel et sportif qui peut encadrer ces jeunes? Non. Et donc, on va faire une bombe à retardement dans cette société, de un. De deux, quand on va dépénaliser et la consommation va augmenter, il y a beaucoup d'argent. Dans la drogue, il y a beaucoup d'argent. Il va aller où cet argent? Vers les circuits, vers les réseaux, vers les criminels, vers les gens qui l'importent. La légalisation, c'est l'État qui le vend. Et avec cet argent, il injecte dans les centres de lutte contre la dépendance ou dans le système sanitaire. C'est la seule solution possible dans notre pays. Quand on voit d'autres pays qui ont dépénalisé ou toléré, ils ont un système éducatif performant, des centres de lutte contre la dépendance, on n'a pas ça. Les lobbies, les grands lobbies, les gens qui importent la drogue, le mot qui les fait le plus peur, c'est la légalisation. Ils poussent avec toute leur force pour la dépénalisation. Comme ça, il y aura plus de consommateurs et ils vont avoir beaucoup d'argent. Mais si le mot légalisation leur fait peur, c'est leur cauchemar. Parce que si l'État va le vendre, ils vont perdre un commerce qu'on peut estimer $1 milliard par an en Tunisie.